merci d'être là ce soir pour cette conférence, alors qui s'inscrit dans un cadre fixé par le département des Landes, dans lequel en fait on cherche avant tout depuis l'année dernière, dans le cadre en fait de notre dispositif un ordinateur portable, un collégien, d'amener en fait à une réflexion sur le numérique, sur l'utilisation du numérique et l'ensemble en fait des liens en fait avec l'éducation. Mercredi dernier, il y avait une réunion déjà de travail sur l'intelligence artificielle à Moursens, qui était plus destinée en fait aux professionnels de l'éducation et en particulier un certain nombre d'enseignants. Il y avait à peu près 200 enseignants présents qui ont travaillé à la fois, qui ont connu en fait et qui ont pu assister à des conférences sur l'intelligence artificielle et ensuite qui ont travaillé en atelier sur l'intégration en fait de l'IA dans leur enseignement. Cette soirée aujourd'hui, en fait, elle est en complément en fait de ce travail qui a été fait donc mercredi dernier, mais là en destination plus pour les jeunes en particulier et les familles, mais pas seulement aussi, mais aussi les enseignants, et plus particulièrement donc sur le rapport et le lien entre les adolescents et les réseaux sociaux. Alors c'est une conférence, donc c'est Madame Kemener qui est ici, présente, qui va donc vous présenter en fait ses travaux. Elle est à la fois sociologue, oui en tout cas les travaux s'appuient en fait sur de nombreuses études sociologiques, et elle donc journaliste aussi, et elle a travaillé en fait, et elle travaille sur justement le lien entre les adolescents et on va dire les nouvelles technologies de façon plus générale. Voilà. Donc c'est une conférence qui a déjà eu lieu l'an dernier à Mont-de-Marsan, et c'était bien aussi un petit peu de reproduire un petit peu, de renouveler en fait cette expérience, mais ici, plus sur le sud des Landes, et donc Dax apparaissait comme un lieu intéressant. Voilà. Donc je ne vais pas être plus longue, je vais d'abord quand même bien sûr remercier Madame la principale de nous avoir accueillis dans cet établissement, et puis l'ensemble des personnels de l'établissement. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et je vous laisse la place. Alors bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous pour discuter toute la soirée autour du thème des ados et des réseaux sociaux. Donc en quelques mots, je me présente. Donc, je m'appelle Béatrice Camrère, je suis journaliste scientifique. Je travaille de manière indépendante donc pour des médias différents comme le magazine Sciences Humaines, la revue de l'école des parents, donc qui peuvent être soit directement adressés aux parents, soit plus généralement, des thématiques un peu plus grand public. Je suis diplômée en sciences de l'éducation, c'est-à-dire que voilà, j'ai un master en sciences de l'éducation. C'est aussi ça qui m'a amenée à m'intéresser ensuite dans mon travail de journalisme aux questions d'éducation et de parentalité, qui sont vraiment les sujets que je travaille le plus. Notamment par le biais d'un certain nombre de livres dans lesquels j'aborde un peu des questions vives en éducation, donc dont les réseaux sociaux, pas que. Je me suis aussi penchée un peu sur le courant de l'éducation bienveillante, mais voilà, donc celui que j'ai publié en 2023 avec le réseau Canopé s'appelle « Nos ados sur les réseaux sociaux, même pas peur ». Et c'est évidemment ce livre dont je viens vous parler ce soir. Je suis aussi maman de 5 ados, alors je ne le dis pas parce que je pense avoir une expérience meilleure. Tous les ados sont différents et je sais combien il est compliqué de chercher, de trouver des solutions. Mais simplement, ils ont nourri aussi ma réflexion par leurs expériences positives, moins positives. Et puis, moi, ça me faisait vivre aussi en tant que parent. Donc, ça fait aussi partie de mon identité et de la raison pour laquelle j'ai abordé ce sujet professionnellement. Et puis, j'ai mis que j'étais connectée parce qu'effectivement, moi, les réseaux sociaux, c'est un outil de travail, c'est aussi des espaces que j'utilise à titre personnel. Et je le précise parce qu'en fait, le numérique, c'est un sujet sur lequel on n'arrive pas neutre.
qu'on soit professionnel ou non, on a tous une histoire en fait avec le numérique. On se souvient parfois du premier ordinateur qu'on a eu, de la première connexion internet, du premier smartphone. Alors bon, ça dépend un peu de l'âge et du moment où on a rejoint la révolution numérique, mais globalement, on a tous des souvenirs qui sont associés à ça, qui peuvent être positifs, qui peuvent être moins positifs. Et en fait, le jour où on a à accompagner des ados, ces souvenirs-là, ils teintent aussi, ils influencent un peu aussi notre posture éducative. Donc c'est important quand on est adulte et qu'on intervient auprès de jeunes, d'être un peu au clair avec le rapport que soi-même on entretient au numérique dans le passé et aussi aujourd'hui. Donc voilà, c'était une manière de faire un peu preuve de transparence, en disant que oui, effectivement, moi j'y passe un certain temps et c'est un outil, les réseaux sociaux, c'est un outil professionnel très très important pour moi parce que notamment il me permet de rester en contact avec la communauté des chercheurs qui sont quand même ceux qui m'aident à nourrir le travail, puisque moi je me situe vraiment dans l'interface, les chercheurs produisent la connaissance, et puis moi j'essaie de la diffuser, de faire un petit peu l'intermédiaire entre le grand public et le monde de la recherche. Donc, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur, parce qu'aujourd'hui, quand on parle du numérique, quand on parle des réseaux sociaux, quand on parle d'Internet, notamment avec les jeunes, on s'inquiète beaucoup. Il y a vraiment un discours de la peur qui est très présent, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et donc c'est intéressant de voir un peu rapidement comment on en est arrivé là, en fait, en quelque sorte. Donc je suis revenue en 1995, année où Internet arrive en France. Un peu, j'ai pris comme point de départ. Et en fait, pendant 10 ans, le numérique, Internet, ça ne va pas être une préoccupation éducative. Moi, j'étais ado à la fin des années 90. Et en gros, ce que me demandaient mes parents, c'était de ne pas y passer trop de temps parce qu'on payait Internet à la minute. Donc, chaque minute comptée, ça coûtait quand même très très cher. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de cette époque. Voilà. Et puis, il fallait libérer quand même la ligne de téléphone quand on attendait un coup de fil, puisqu'on utilisait la même ligne pour se connecter à Internet. Et voilà, donc c'était dans les deux sens d'ailleurs, parce que mes parents attendaient un coup de fil, il fallait que je libère Internet, mais moi quand je téléchargeais une chanson, ça prenait 5 heures. J'avais très peur qu'il y ait un coup de fil pendant ce temps-là, parce qu'évidemment, il fallait reprendre le téléchargement au début. Donc voilà, il y avait pas de problématique éducative. Et d'ailleurs, moi j'ai fait à peu près sur Internet, sur les réseaux sociaux, tout ce que j'interdis à mes enfants. J'ai donné mon nom, mon numéro de téléphone, j'ai parlé avec des inconnus, j'ai menti sur mon âge, j'ai tout fait. Donc voilà, mais c'était pas, ça ne venait à l'esprit de personne d'informer et d'alerter les ados. Et puis au début des années 2000, j'ai mis 2004, c'est pas un repère absolu, c'est un ordre d'idée. C'est le moment où arrivent les premières plateformes qui ont vraiment beaucoup de succès auprès des jeunes. Donc j'ai cité en particulier Skyblog, donc une plateforme de blog, peut-être certains aussi ont peut-être contribué, ont eu leur propre Skyblog. Donc c'était une plateforme de blog animée par la radio Skyrock. Et pour la première fois, les adolescents racontaient un peu leur vie, leur quotidien, souvent quand même sous couvert d'anonymat, mais racontaient avec beaucoup de détails le quotidien des adolescents. Donc c'était vraiment un objet un peu étrange, on n'avait jamais vu ça avant. Et c'était très très populaire. Et puis la messagerie instantanée Messenger qui permettait de communiquer avec ses copains. Donc ça c'est à ce moment-là que ça arrive, et donc c'est à ce moment-là qu'on commence à s'interroger sur en tant qu'éducateur, en tant que parent, qu'est-ce qu'il faut faire avec cet objet-là. Alors à l'école déjà on commençait à se dire qu'on avait besoin de développer des compétences numériques parce que forcément Internet c'était aussi le monde de demain à l'époque, mais il y a aussi ces réflexions sur la parentalité numérique qui arrive notamment au niveau de l'UNAF, l'Union nationale des familles, qui commence à dire attention, il y a peut-être des choses aussi à prendre en compte sur le plan éducatif. Et puis après, on passe une période, alors que j'ai située entre 2006-2012, fin des années 2000, début des années 2010, où il y a vraiment là les réseaux sociaux au sens classique, notamment l'arrivée de Facebook, puis celle de Twitter, maintenant qui s'appelle X, qui arrive, et c'est le début des réseaux sociaux au sens strict, et c'est une période de relative enthousiasme par rapport à ces nouvelles plateformes. Alors j'ai cité, le mythe des digital natives, c'est le moment où ils se diffusent. Il s'agit bien d'un mythe. Donc ce mythe des digital natives, c'était l'idée que les jeunes générations, parce qu'elles seraient nées avec Internet, avec les réseaux sociaux, seraient naturellement plus compétentes
un peu comme si c'était leur langue maternelle, quoi, le numérique, ils le parleraient, ils le pratiqueraient intuitivement. Et ça, c'est un mythe, donc pas du tout fondé, mais qui a beaucoup été diffusé par le philosophe Michel Serres dans un petit essai qu'il a écrit qui s'appelait Petite Poussette. Et il avait appelé Petite Poussette en référence au fait que, vous savez, on tapait les SMS avec les pouces. Donc, à l'époque, il avait été dit que ça modifiait un petit peu dans le cerveau la zone dédiée on a une zone dédiée à chaque partie de notre corps, et donc ça modifiait la zone dédiée au pouce. Donc il avait appelé son livre Petite Poussette, et il racontait, Petite Poussette c'était son héroïne, c'était l'enfant de demain, et il racontait que la petite Poussette, elle n'apprendrait plus comme les générations d'avant, elle ne rentrerait pas en interaction avec ses semblables de la même manière. Enfin, vraiment, on était au début d'un monde nouveau et d'une humanité nouvelle. Pour lui, c'était vraiment une révolution. Donc voilà, un discours très positif associé à cette révolution numérique à l'époque. Et on reste un peu dans cet enthousiasme-là, jusque globalement à l'arrivée des écrans nomades, donc les smartphones, les tablettes, qui se popularisent au début des années 2010. Et là, on arrive au contraire sur une décennie beaucoup plus sombre, où on va avoir une série d'alertes médiatiques qui vont se succéder sur le thème du numérique et du numérique dangereux. J'en ai cité quelques-unes. Il y a eu les fake news, le concept de fake news qui est arrivé à peu près au moment de la première campagne électorale de Donald Trump, donc en 2016. Une campagne qui avait été émaillée par un nombre absolument colossal de fausses informations. C'est la première fois qu'on entendait ce mot de fake news, donc un fox en français. On a eu aussi des craintes autour du concept d'autisme virtuel qui a été complètement déconstruit depuis. La Société française de pédiatrie a bien dit très clairement qu'il n'y avait pas d'autisme virtuel, mais il y a quand même eu à un moment donné donc, cette inquiétude lancée par le docteur Annelise Ducanda en 2017. Elle avait fait une vidéo virale en disant voilà, moi je suis docteur de PMI, je suis médecin de PMI, et je vois dans mon cabinet des tonnes d'enfants qui présentent des symptômes d'autisme. En fait, c'est pas de l'autisme, c'est à cause des écrans. Donc là encore, il y a eu beaucoup de déconstruction depuis, mais ça a quand même été une alerte médiatique qui a beaucoup marqué les esprits, qui a participé de cette ambiance anxiogène aussi. On a eu la publication en 2019 du livre Le crétin digital du neuroscientifique Michel Demurger. Donc, le titre veut quand même tout bien dire. Les réseaux, Internet, rendraient les enfants idiots, stupides. Voilà. Et puis, il y a eu la thématique du cyberharcèlement, qui n'était pas très connue jusque-là. On connaissait déjà le harcèlement scolaire, et donc qui s'est invité aussi dans l'espace médiatique, et notamment qui s'est popularisé par le biais de faits divers dramatiques, puisque c'était le suicide d'adolescents. Donc, c'est pas simplement qu'on n'a pas commencé à parler d'agissements de harcèlement en ligne, c'est qu'on les a connus par le biais de ces faits divers tragiques. Et alors là, on amorce, il me semble, une décennie un peu intermédiaire, plusieurs tentatives de nuancer. Alors, je vous ai cité quelques auteurs que je trouve intéressants, Anne Cordier, Séverine Erel, Nicolas Poirel, qui sont tous des scientifiques. Anne Cordier est chercheuse en sciences de l'information et de la communication, Séverine Erel est chercheuse en sciences cognitives. Et la perspective qu'ils ont essayé d'adopter, c'est justement de dire, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on garde des inquiétudes ? Qu'est-ce qu'on garde de l'enthousiasme du début ? Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même un juste milieu à trouver pour construire une représentation un petit peu plus nuancée, un petit peu plus mature aussi de la situation ? Moi, je m'inscris évidemment tout à fait dans cette démarche-là. Alors, parce que, en gros, s'il fallait faire un peu le bilan aujourd'hui, les adultes sont très démunis. Adultes, éducateurs au sens large, parents, professionnels, enseignants. Ils sont très démunis. On a une enquête qui commence un peu à dater, mais la situation pour le moment n'a pas beaucoup changé. Une enquête de l'UNAF en 2016 qui avait montré que c'était la peur numéro 1 des parents, le numérique. Alors, c'est pas une peur complètement nouvelle, c'est une peur qui en a regroupé plein d'autres. Avant, on avait peur que les enfants aient des mauvaises fréquentations, qu'ils ne travaillent pas bien à l'école. Bon, là, maintenant, c'est le numérique qui englobe un petit peu toutes ces peurs-là. Mais bon, c'est quand même très, 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 très présent. Je ne l'ai pas mis sur cette diapo-là, mais c'est aussi un sujet de conflit très très fort dans les familles. C'est pas juste une inquiétude parentale. Quand on demande aux ados, aux parents, est-ce que le numérique, chez vous, ça suscite des conflits, ça suscite pas de conflits ? En général, la réponse, c'est que c'est compliqué. Les parents, les adultes, les éducateurs sont aussi soumis à des discours d'experts très contradictoires et très anxiogènes. C'est-à-dire que quand on ouvre un média quelconque qui parle du numérique, on va tout de suite avoir des alertes, encore une fois, très radicales. Et on ne sait pas trop
qui croire, parce que c'est quand même un peu la question, c'est est-ce que je dois croire celui qui me rassure, est-ce que je dois croire celui qui me prédit, encore une fois, une génération décérébrée, la pourriture du cerveau, hein, c'est la nouvelle expression qu'on a pour parler de cette pratique trop intense, cet usage trop intense des réseaux sociaux en particulier. Donc voilà, c'est compliqué de faire la part des choses quand on est parent, enseignant, peu importe, mais voilà, c'est compliqué de prendre du recul et de savoir quoi faire en fait. Et du coup, on arrive souvent à une situation où les adultes, ils se disent, bon, moi ma mission c'est quand même de garantir la sécurité, donc je me focalise sur les risques et j'envisage les choses selon ce prisme-là uniquement. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Parce que mine de rien, le numérique, on est obligé de faire avec. C'est-à-dire qu'on vit quand même dans une société où c'est omniprésent. On sait très bien qu'on va devoir préparer les jeunes, les adolescents à entrer dans ce monde-là. On ne peut pas juste se dire, on fait une croix dessus, parce que finalement, admettons qu'on s'entende sur le fait que c'est pas favorable, ce qui va le cas, mais admettons qu'on s'entende là-dessus, il suffit de le supprimer, tout va bien. On ne peut pas faire ça puisque pour interagir, pour travailler, pour se développer professionnellement, pour faire ses études, on va être obligé de composer avec. Donc il y a cette espèce d'ambivalence dans laquelle il va falloir accompagner. Et en même temps, il va falloir protéger. Et c'est ça qui fait que peut-être qu'on est ensemble ce soir pour en discuter, parce qu'il y a cette ligne de crête en fait à trouver. Alors, moi, il y a quelques points sur lesquels je pense que c'est important qu'on s'entende un petit peu, qu'on réfléchisse, qu'on ait à l'esprit en tout cas, avant de commencer vraiment la discussion. D'abord, le constat qu'aujourd'hui, Internet, c'est devenu un des seuls espaces de liberté des jeunes. Ça, c'est pas du tout un constat qui est anodin. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que vous savez, il y a eu des études qui ont été menées pour déterminer le périmètre que les enfants, adolescents, alors je crois que ça a été fait à l'âge de 10-11 ans, on ne parle même pas d'adolescents, étaient autorisés à parcourir seuls. Et donc on a regardé ça, comment ça variait au fil des générations. Donc je crois que les chercheurs étaient remontés à peu près jusqu'au début du XXe siècle, et voilà, dans les années, au fur et à mesure, la deuxième partie du XXe siècle, comment est-ce que ça a évolué. Et on voit qu'on est passé, il me semble que c'est autour des années 1950, de plusieurs kilomètres, voire presque une dizaine de kilomètres, de périmètre de déplacement autonome à 10 ans, jusqu'à quelques centaines de mètres aujourd'hui, à savoir qu'aujourd'hui, les premiers déplacements autonomes, souvent, c'est l'entrée au collège. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les parents souhaitent aussi, d'une certaine manière, que les enfants soient équipés en smartphone, parce qu'il y a cette peur du déplacement autonome. Donc, la peur de l'espace extérieur, la peur des déplacements autonomes, la peur de l'enfant, l'adolescent seul dans l'espace public, c'est quelque chose qui s'est vraiment construit dans la deuxième partie du XXe siècle. On est passé, les sociologues disent qu'on est passé de la culture des terrains vagues à la culture de la chambre. La culture des terrains vagues, c'est ce qu'on rencontre quand on lit les histoires du petit Nicolas, des enfants de primaire qui vont jouer tout seuls, les parents ne savent pas trop où ils sont, c'est pas très grave, ils rentrent pour l'heure du dîner et tout va bien. Et c'est normal, c'est considéré comme de la bonne parentalité. Aujourd'hui, ce serait pas du tout, ça serait pas du tout perçu de la même manière. Et donc, on est beaucoup plus dans une culture où on est très inquiet des risques, et donc on préfère que l'enfant, globalement, soit dans sa chambre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Internet est arrivé comme une sorte de compromis entre les générations. Parce que les enfants pouvaient rester dans la chambre et en même temps avoir quand même une espèce de fenêtre ouverte sur l'extérieur. Et donc quand c'est arrivé, quelque part tout le monde était content. Les parents étaient rassurés et en même temps les enfants, les adolescents avaient un petit peu plus de possibilités d'action que lorsqu'ils étaient simplement dans leur chambre. Alors, ça a encore un peu évolué encore aujourd'hui, puisqu'on a les smartphones, on a la possibilité de se déplacer, mais il n'empêche que l'idée que la place des jeunes n'est pas à l'extérieur est encore extrêmement forte. Si j'élargis encore aux enfants, vous voyez, on a de plus en plus de lieux où les enfants ne sont pas les bienvenus. Tout à l'heure, j'ai pris le train pour venir jusqu'à chez vous. On dirait que les wagons se sont transformés en des open space pour adultes. C'est pas des lieux, dès qu'il y a un enfant qui fait du bruit, tout le monde regarde. Oh là là, mais pourquoi est-ce que les parents ne le font pas taire? Donc, il y a vraiment une forme d'indésirabilité des enfants dans l'espace public qui se prolonge évidemment pour les adolescents. Et donc, on peut se demander, mais où est-ce qu'ils peuvent être présents, où est-ce qu'ils peuvent se rencontrer, qu'est-ce qui fait office de place du village qu'on pouvait avoir avant, voilà. Et donc Internet, les réseaux sociaux, ça a un petit peu pris ce rôle-là. L'autre constat, l'autre point qu'il faut avoir en tête, c'est que cette histoire de quête du risque zéro qui est très présente dans la parentalité contemporaine, on y est tous soumis, on a tous l'impression que, tous les parents ont l'impression
beaucoup que tout ce qui va arriver à leurs enfants, quelque part c'est de leur faute, que ce soit positif ou négatif. Et le problème, c'est que cette quête-là, elle peut aussi aboutir à des excès, elle peut aussi aboutir à des dérives. Alors certains psychologues ont parlé d'hyperparentalité, donc c'est quand finalement on a tellement besoin et la sensation qu'il faut être dans le contrôle que finalement on va plus permettre à l'enfant de se développer normalement et qu'en plus on va s'épuiser en tant qu'adulte. Et puis il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de l'hyper-contrôle. Donc par exemple, ça va être des parents qui vont installer sur le smartphone de leur enfant de quoi les surveiller, géolocaliser, sans que ce soit négocié, sans que ce soit parlé, sans que ce soit dit explicitement. Donc parce qu'il y a cette peur qui est très importante et donc il faut absolument y répondre par du contrôle. Et là encore, ça nécessite quand même d'avoir une forme de vigilance. Et au final, moi, le point de vue que j'ai essayé d'avoir dans mon livre et que je vous propose un peu ce soir, c'est pas du tout de balayer la peur. La peur, c'est un sentiment qui est extrêmement utile, qui nous permet de réagir face au danger. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'Internet, c'est merveilleux, que les réseaux sociaux, il ne se passe rien de problématique. Bien sûr qu'il y a des problèmes. Maintenant, on a besoin d'avoir une peur qui soit bien calibrée. Donc, on a besoin de savoir où sont les risques, et est-ce qu'ils sont en proportion de ce qu'on les imagine. Donc en fait, moi, la démarche que j'ai adoptée dans mon livre, c'est d'aller à la rencontre d'abord des chercheurs qui travaillent sur le numérique, c'est-à-dire de sortir un peu de cet environnement médiatique où chacun donne un peu son opinion, souvent sur la base de ses propres expériences. Donc quels sont les chercheurs qui travaillent dessus ? Sur quoi ils s'entendent ? Sur quoi ils ne s'entendent pas éventuellement ? Est-ce qu'il y a des consensus ? Est-ce qu'il y a des dissensus ? Et la question que je leur ai posée, en gros, c'est les peurs qui sont présentes dans notre société à propos du numérique. Est-ce qu'on a raison d'avoir ces peurs, et est-ce qu'on a peur pour les bonnes raisons, justement dans l'idée que ça allait peut-être nous permettre de recalibrer, de dire ok, celle-là, effectivement, je la garde, elle est vraiment préoccupante, celle-là, je la fais peut-être un peu évoluer parce qu'en fait, j'avais pas compris qu'il y avait tel enjeu derrière, et puis peut-être celle-là, finalement, je vais un peu la calmer. Donc ça a été complètement ça ma démarche, et c'est un petit peu celle que je vous propose ce soir. Et donc je vais vous le proposer un peu de manière participative, sous forme d'un fact-checking en quelque sorte, de nos peurs. Alors je vous montre, je vais utiliser ces petits dispositifs de papier coloré que je vais vous demander de faire passer dans les rangs. Si on a. J'en ramène. Vous pouvez faire passer. Je peux coincer. Ouais, je veux bien. Juste pour que je puisse, mais le reste c'est bon. Juste un second. Alors du coup voilà, l'idée c'est que je vais vous proposer des phrases un petit peu cash. Alors c'est pas du tout ce que moi je pense en tant que personne. C'est des phrases qui représentent, qui reprennent un certain nombre de peurs qu'on retrouve pas mal dans l'espace public. Et donc pour chacune de ces phrases, je vais vous demander de dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Donc grâce à ce petit dispositif qu'on appelle les abacs de Régnier, parce que ça a été inventé par un médecin qui s'appelait Régnier. Et donc l'idée, c'est de donner son avis en montrant une couleur. Donc par exemple, avec la phrase « Les ados n'ont plus d'intérêt pour la vie réelle, ils préfèrent leur vie virtuelle, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord ?» Si vous êtes d'accord, vous pourrez peut-être me montrer le petit papier vert. Bien, je suis d'accord. Si vous êtes plutôt d'accord, vous pourrez montrer le petit papier jaune. Donc tout à fait d'accord. Plutôt d'accord. Plutôt pas d'accord, le papier rose. Et pas du tout d'accord, le papier rouge. Donc voilà, un peu comme feu rouge, non, feu vert, oui. Donc voilà, pas du tout d'accord. Plutôt pas d'accord. Plutôt d'accord, le jaune. Et tout à fait d'accord, oups, je l'ai perdu, le vert. Alors, je vous pose la question, les ados n'ont plus d'intérêt pour la vie réelle, ils préfèrent leur vie virtuelle. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord ? Alors, à vue de nez, on a quand même pas mal de pas d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord, quelques d'accord, mais je dirais que c'est quand même 4/5 de plutôt pas d'accord. Alors, du coup, ceux qui sont d'accord, ou plutôt d'accord, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi ? Ah, oui. Il y a beaucoup d'adolescents qui souvent sont sur, par exemple, TikTok et tout, et qui sont souvent intéressés pour uniquement beaucoup de références sur TikTok. Il y en a certains qui sont des fois abandonnés par leurs familles parce qu'ils n'ont aucune référence.
Alors, j'ai pas compris de référence. Culturel. Ah oui, d'accord. Donc ils sont sur TikTok et du coup, comme ils n'ont pas les mêmes références, ceux qui n'y sont pas, c'est ça que je comprends bien, ceux qui n'y sont pas n'ont pas les mêmes références, donc ils ne peuvent plus participer au groupe avec leurs amis. C'est ça que tu pointes. Ok. D'autres d'accord? Ou est-ce qu'on a des bonnes raisons quand même d'être d'accord avec cette idée? Nos enfants préfèrent passer plus de temps au quotidien sur leur téléphone et les réseaux que participer vraiment à la vie de famille au quotidien. Participer au repas, c'est terminé. Participer à une discussion autour de quelque chose, c'est terminé. Vite on mange et vite on repart sur le téléphone pour voir si on n'a pas loupé quelque chose avec le copain ou la copine. Ok, donc vous l'avez constaté globalement. Ça, c'est dur à lutter contre ça. Ouais. Et puis en vacances, et puis les week-ends, et puis tout le temps. Tout le temps. Ok, donc le constat quand même quotidien qu'ils ont ça en tête en permanence et que c'est compliqué de... Malgré d'essayer de leur faire découvrir autre chose, par le loisir, par le sport, par plusieurs activités. Mais on se retranche vite sur le téléphone et sur les réseaux. Ok. Est-ce qu'on peut faire un distinguo entre la vie en famille et la vie avec les copains-copines? Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a un âge où ils s'éloignent de la famille, mais je pense que c'est partie de la construction. Par contre, voilà, est-ce qu'ils s'éloignent pour autant des copains? Est-ce qu'ils empêchent les copains de venir à la maison? Vous voyez, je pense qu'il y a deux relations, en fait, dans cette période à voir. Oui, est-ce que la vie réelle, c'est que la vie en famille? C'est un petit peu ça la question, et du coup, ok. Ils ont sorti du collège, les derniers sortent, ils sont assis ensemble, chacun sur leur téléphone, ils sont côte à côte, ils ne sont plus ensemble. Ils sont sur leur téléphone. Oui, donc quelque part, là, vous l'avez vu, c'est pas que les copains, il y aurait aussi cette idée qu'ils sont sur leur téléphone dès qu'ils sortent de cours. Ok. D'autres personnes d'accord aussi, qui ont constaté cet attrait pour la vie virtuelle? Non, en fait, l'inconvénient, c'est que ça bouffe aussi les parents. L'inconvénient, c'est que ça bouffe aussi les parents. On passe nous-mêmes beaucoup de temps sur le téléphone, donc on n'a pas belle mine d'aller leur faire des réflexions. On n'a pas envie qu'ils se fassent absorber comme nous, on se fait absorber aussi par moments. Oui, donc j'ai mis les ados, mais j'aurais pu dire les adultes, hein, ça n'aurait pas été mal aussi. D'accord, oui, tout à fait. Elle n'est pas d'accord? Alors? Forcément, je pense que ma vision est différente, puisque je suis grand-mère, et que quand ils viennent à la maison, il n'y a pas de téléphone. Parce qu'on leur demande de le poser. Et donc, je ne pense pas, comme c'est formulé, il me semble que notre ado, il a un vrai intérêt pour la vie réelle. Puisque quand il est déconnecté de son téléphone, moi, il me parle beaucoup de ses copains, de ses occupations, pas du tout virtuelles, de sa vie réelle, de ce qu'il a fait au collège. Et donc, ma vision est forcément erronée parce qu'elle est sur un bout de vie quand il est avec nous. Ils mangent toujours bien chez les grands-parents, ils dorment toujours bien chez les grands-parents. Il y a vraiment une injustice, je suis d'accord. C'est un vaste sujet. Mais c'est quand même une observation intéressante. De fait, dans cet espace-là, il y a un vrai intérêt. Il y a de l'intérêt pour la vie réelle chez ces enfants, dans des circonstances différentes. Ça marche. Je suis assez d'accord avec ça, et surtout, en fait, vous avez mis le verbe préféré. C'est-à-dire que dans l'absolu, c'est la facilité, le téléphone, c'est des habitudes qu'ils commencent à prendre. Donc, je ne crois pas qu'ils préfèrent, en fait, effectivement. Si jamais on arrive à leur enlever, si jamais on arrive à cadrer le truc et à les intéresser différemment, je crois que, qu'ils préfèrent, quoi. Qu'ils préfèrent la vraie vie, finalement. Voilà, c'est la facilité, mais si vraiment on leur posait la question, ils préfèrent la vraie vie. Oui, c'est pas un choix en conscience, quoi. C'est une sorte de choix un peu par défaut. Après tout, c'est là. Quelque chose de cet ordre-là. Oui, c'est ça, c'est facile, mais je pense qu'ils préfèrent l'autre vie quand même. Ok. Moi, je pense que ça met aussi en exergue le besoin de connexion à leurs amis, en fait. C'est-à-dire que la fille qui est là, à peine elle a quitté sa copine qu'elle lui envoie déjà des messages.
Et donc c'est vraiment une connexion à outrance. Donc ok, c'est virtuel, mais c'est aussi social. Alors, j'ai pas précisé, mais les ados, les enfants, vous avez le droit d'interagir, hein, parce que voilà, vous avez vos idées aussi, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas en situation de... Enfin, vous n'êtes pas très nombreux, mais je compte sur vous, il n'y a pas de souci. Votre parole est la bienvenue, bien évidemment. Donc oui, peut-être cette idée que c'est pas un distinguo vie réelle, vie virtuelle, mais un peu comme ce que disait la personne déjà tout à l'heure, un distinguo peut-être vie familiale et vie avec les copains, qui serait peut-être plus pertinent à penser. Et puis il y a une différence entre communiquer avec les camarades par message ou aller sur des sites et scroller dessus sans qu'il y ait aucune interaction avec des copains ou autres. Là, il y a un distinguo aussi à voir, parce que ça a toujours existé les ados qui passaient du temps au téléphone à raconter leur vie et tout, ils ont besoin d'échanges, d'appartenir à groupe. Et là maintenant, je trouve que ça sort de là et ça va maintenant plus, c'est plus avec les copains, quoi. Ils sont pris par autre chose. C'est plus de relation avec le cercle de copains du collège du non. C'est vrai que c'est pas facile, même sur le plan un peu théorique, de définir qu'est-ce qu'on appelle réseau social, qu'est-ce qu'on n'appelle pas réseau social, parce que par exemple, YouTube, on pourrait dire sur le plan formel, c'est un réseau social. Il y a très peu de gens qui l'utilisent comme un réseau social. On va l'utiliser plutôt pour consommer des médias, des vidéos. C'est plutôt un média plutôt qu'un réseau social au sens strict. Et par exemple, inversement, quand on prend des jeux vidéo en ligne, a priori, on ne va pas le mettre dans la catégorie des réseaux sociaux, et pourtant, il y a des adolescents qui vont s'en servir comme d'un réseau social parce qu'ils vont retrouver leurs potes et puis faire un certain nombre d'interactions avec eux pour mener telle quête, tel combat, peu importe, mais en fait, ça va jouer le rôle d'un réseau social. Donc, bon, on va un peu surfer sur plusieurs définitions durant la soirée parce que c'est compliqué de tracer vraiment une ligne stricte, et puis ça peut dépendre aussi des âges. D'autres personnes pas d'accord ? Oui. Vous parliez de préférer leur vie virtuelle, surtout, parce qu'il y a un attrait pour la vie virtuelle, mais notamment par rapport à l'immédiateté, je pense. C'est-à-dire le fait qu'ils n'ont pas à différer ou à attendre, donc à se mettre en insécurité, mais justement cette immédiateté des réseaux sociaux qui va faire que c'est une facilité, donc ils vont plus aller vers le virtuel et avoir cet attrait. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils n'ont pas d'intérêt pour la vie réelle. Oui, un peu ce que disait Madame tout à l'heure, c'est facile, donc on va aller vers ça sans trop se poser de questions finalement. Ok. D'autres prises de parole sur ce thème ? Alors, quelles sont les bonnes raisons qu'on a d'être inquiet à ce propos À ce propos, sur quoi repose cette peur ? Alors, il y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut remarquer. D'abord, c'est l'attractivité du numérique. Alors, je vous ai cité la chercheuse Elena Pasquinelli, qui est philosophe et chercheuse en sciences cognitives. Elle a publié un petit livre il y a quelques années, j'ai plus le titre exact, mais je crois que c'est Les écrans en famille, quelque chose de cet ordre-là, qui est très très intéressant parce que du coup, elle parle à la fois de l'état des savoirs en neurosciences et en même temps des problématiques très éducatives. Et elle a une image qui est tout à fait intéressante. Elle les compare à des gâteaux pour le cerveau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, globalement, notre cerveau, il fonctionne à peu près de la même manière que au temps préhistorique, il n'a pas évolué, en tout cas l'évolution c'est sur des temps beaucoup plus longs, et donc il fonctionne un petit peu de la même manière qu'au temps préhistorique, et il a évolué dans le même contexte. Donc c'est-à-dire que par exemple il fallait qu'il soit performant pour se protéger des prédateurs, pour repérer de la nourriture à manger, et donc il est conçu pour ça. Donc quelque part, et c'est ça qui explique que dès qu'il y a un stimulus, dès qu'il y a une notification qui pop, hop, notre attention est immédiatement captée vers ça, parce que notre cerveau, il réagit comme il réagissait déjà il y a des dizaines de milliers d'années. Et donc, non seulement il réagit comme ça, mais en plus, il est très attiré par la couleur, par les sons, donc par tous ces stimuli sensoriels.
Et puis il aime beaucoup la nouveauté, donc ces vidéos courtes, qui n'arrêtent pas de changer, qui nous reproposent en permanence des nouveaux contenus, des nouveaux propos, ça nous plaît beaucoup. Et donc c'est comme si c'était un peu la sucrerie, de la même manière que notre corps il est programmé pour aimer le sucre, parce qu'on a quand même beaucoup vécu en temps de disette, notre cerveau il est programmé pour aimer ces stimulations un peu visuelles, sonores et intellectuelles que nous proposent les réseaux sociaux. Et c'est comme si c'était super bien calibré pour nous plaire. Et de la même manière que les sucreries, pourquoi pas, mais avec modération, ce qu'elle invite, c'est les réseaux sociaux, les contenus numériques, pourquoi pas, mais quand même avec modération, parce que spontanément, on va avoir tendance à avoir très envie de continuer là-dedans. L'autre chose qu'on peut aussi remarquer et qui justifie ce qu'on observe parfois de cette attractivité du numérique et des réseaux sociaux auprès des jeunes, c'est que quand même ils ont été conçus historiquement pour plaire aux jeunes. Si on revient dans l'histoire de Facebook, ça a quand même été inventé par un étudiant à Harvard avec ses motivations d'étudiant qui étaient de rester connecté avec ses amis. Et donc, ce lien-là dont vous parlez, dont vous avez parlé, avec les amis, qui est central au moment de l'adolescence et même jusqu'à l'entrée dans l'âge adulte, c'est ça, en fait, que permet de faire principalement les réseaux sociaux. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont si attractifs et qu'ils plaisent autant, parce qu'ils permettent aux ados de faire ce qu'ils adorent, à savoir donc entretenir des liens avec leurs pairs, avec leurs camarades. Et puis un autre élément qui revient beaucoup dans cette inquiétude, c'est quand même qu'on a des sondages qui montrent une augmentation constante des usages. Alors on nous dit les ados passent X heures par jour. Alors je vous donne pas de chiffres parce que ça dépend beaucoup des sondages, mais X heures par jour, X heures par semaine, et ça n'arrête pas d'augmenter. Et donc ça nourrit aussi beaucoup l'inquiétude. Alors qu'est-ce qu'on a comme élément pour la nuancer cette fois-ci? La peur. Déjà, on peut remarquer que les adultes ont des usages récréatifs plus importants que les jeunes. Vous l'avez signalé déjà tout à l'heure. Alors ça, c'est un résultat qui n'est pas du tout récent, parce que c'est déjà une tendance qu'on observait il y a longtemps, mais qui a été reconfirmée dans la dernière édition du livre blanc sur la parentalité numérique, donc édité par l'Open en 2024. Et donc voilà, même si on exclut tout ce que les adultes font sur le plan professionnel, sur le plan déclarer leurs impôts, faire leurs courses, leurs usages récréatifs restent quand même supérieurs à ceux des enfants. Donc c'est quand même important, encore une fois, avant de leur jeter la pierre, de questionner aussi nos propres usages, où est-ce qu'on en est, quel lien en fait on entretient avec le numérique, notamment parce que vous savez, il y a aussi ces questions de technoférence dont on parle de plus en plus, donc dans quelle manière le numérique va venir interférer dans les relations entre les parents et les enfants ou au sein de la famille. Le deuxième point aussi qu'on peut remarquer, pour tempérer un peu la peur, c'est l'idée que la cyberaddiction, dont on parle beaucoup pour le moment, je dis bien pour le moment, parce que la science elle se construit, c'est pas un concept qui est scientifiquement reconnu, c'est pas un concept sur lequel il y a un consensus. La seule chose qui est reconnue pour le moment, c'est le trouble du jeu vidéo, Video Game Disorder, qui est référencé en fait dans les annuaires mondiaux. Alors il y a l'annuaire des maladies mentales de l'OMS et l'annuaire des maladies mentales de l'Association des psychiatres américains, qui sont vraiment des références à l'échelle internationale. Et donc ce trouble-là, il est reconnu dans celui de l'OMS. Mais pour le moment, il n'y a pas du tout de consensus là-dessus, ne serait-ce que parce que c'est compliqué. On fait tellement de choses différentes en fait sur Internet et sur les réseaux sociaux que c'est très compliqué de dire ça va être à l'origine d'un trouble. Donc c'est une des raisons, et c'est pas que, mais c'est une des raisons qui font que pour le moment les scientifiques n'arrivent pas à s'entendre là-dessus. Et aussi parce qu'en fait on a des résultats quand on regarde des gros échantillons de population sur qu'est-ce que ça fait aux adolescents d'aller sur Internet, de fréquenter les réseaux sociaux. On a des résultats qui sont un peu divergents en matière de bien-être. Et notamment, quand on regarde sur des très gros ensembles, on ne voit pas vraiment d'effets importants, on voit des tout petits effets. En gros, ils vont dire que le fait d'être sur les réseaux sociaux, ça va expliquer moins de 1% de la variation du bien-être des adolescents. Donc c'est très très faible, et bien derrière beaucoup d'autres facteurs plus impactants, comme le niveau de vie, les conditions de vie de l'adolescent. Et l'autre problème qu'on a aussi par rapport à ces études-là, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est la cause et qu'est-ce qui est la conséquence. Par exemple, on ne sait pas, est-ce qu'un adolescent qui passe beaucoup de temps en ligne, c'est parce qu'il passe beaucoup de temps en ligne qu'il ne va pas bien, ou est-ce que c'est parce qu'il ne va pas bien qu'il passe beaucoup de temps en ligne? Ça, c'est extrêmement difficile à démêler.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait eu un fait divers comme ça, d'un jeune qui avait été hospitalisé après avoir passé plus de 20 heures par jour à jouer sur le jeu Fortnite. Donc ça avait fait les gros titres des journaux, on avait dit « Oh là là, mais regardez, Fortnite c'est un jeu addictif, il a dû être hospitalisé, il y passait énormément de temps ». Et en fait, ce que n'avaient pas dit les journaux à l'époque, c'est que cet adolescent était en plein deuil. Il venait de perdre sa maman et effectivement, il avait compensé, il avait essayé de gérer son mal-être en allant sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose que disent vraiment beaucoup de psychologues, à savoir que les réseaux sociaux, les jeux vidéo en ligne, les contenus numériques, ça va avoir cette faculté à éteindre un peu les émotions négatives, donc soulager l'anxiété, soulager la dépression, mais de manière très momentanée, pas du tout la traiter, juste l'apaiser momentanément. Et donc, c'est un peu normal que les adolescents qui vont pas bien aient ces pratiques-là. Par contre, ça doit être des signaux d'alerte pour les parents. Je pense par exemple à la psychologue Vanessa Lalo, qui est vraiment spécialisée dans le numérique, qui me racontait qu'en fait, elle reçoit énormément de gens qui viennent la voir pour ça, des parents qui disent « Regardez, mon enfant, il passe X heures en ligne, c'est plus possible, enlevez-lui les écrans ». Et en fait, à chaque fois, quand elle investigue un peu, soit elle se rend compte que l'adolescent en fait va bien, c'est les parents qui sont inquiets, soit elle se rend compte qu'en fait il y a une maladie, une pathologie mentale derrière, donc une dépression, des troubles anxieux, voire des pathologies psychiatriques. Donc il y a une vraie vigilance à avoir sur attention, ne pas confondre la colère qu'on peut avoir à l'égard des écrans avec quand même des signes de mal-être adolescent qu'il faut être en capacité de détecter pour pouvoir après orienter vers les professionnels. Et puis je reviens sur cette question de sondage dont je vous ai parlé, les adolescents passent X heures par jour, par semaine en ligne. En fait, c'est des données, moi ces données-là, elles m'ont beaucoup interrogée. Quand je suis allée interviewer les sociologues, la première question que je leur ai posée, c'est justement pourquoi est-ce que vous les utilisez vous, ces données-là? Est-ce qu'elles sont pertinentes? Est-ce que vous les reconnaissez comme des données de bonne qualité? Et la plupart m'ont dit, non, en fait, on peut rien en faire. Et parce qu'en fait, ça regroupe des usages beaucoup trop différents. Et ça, on a le même problème avec les adultes. Je pense que votre téléphone, peut-être comme le mien, tous les lundis matins, vous explique combien de temps vous avez passé sur les différentes applications. Et en fait, ça va rien du tout pouvoir vous aider à faire dessus parce que entre les mails que vous avez répondus pour le boulot, la musique que vous avez écoutée pour vous détendre, les podcasts que vous avez écoutés dans la voiture sur le trajet du retour, en fait, c'est des utilisations tellement variées que vous n'allez pas pouvoir en tirer des conclusions sur est-ce que c'est bon pour vous, est-ce que c'est pas bon, est-ce que ça il faudrait le supprimer ou l'augmenter. On parle de choses qui vont de l'ordre de s'informer, interagir avec ses pairs. C'est tellement vaste que c'est pas possible en fait de travailler là-dessus. Donc ils vont être sur des études beaucoup plus qualitatives et beaucoup moins quantitatives. Simplement, avoir un total d'heures passées en ligne, ça a aucun sens. Alors on a quand même des enjeux qui sont un peu moins médiatiques que la question du temps d'écran sur lequel on lit beaucoup de choses en ligne et que moi je trouve intéressant de garder en tête parce que justement autant le temps d'écran on peut pas en faire grand chose, autant ces enjeux me semblent quand même importants à avoir dans la posture éducative. Alors le premier, c'est le fait d'aider les jeunes à repérer tout ce qui relève de la captologie, de ce qu'on appelle le design persuasif. Alors pour illustrer, j'ai mis la petite flamme de Snapchat. Je ne sais pas si vous êtes au courant du fonctionnement de ce réseau social. C'est un réseau social assez populaire auprès des adolescents et en fait qui matérialise le lien entre les gens par une petite flamme. En gros, si on a une flamme, c'est qu'on est en lien les uns avec les autres, c'est qu'on a une forme d'amitié. Ça matérialise en quelque sorte l'amitié. Et donc, pour pouvoir garder la flamme, il faut pouvoir se connecter régulièrement. Et là, typiquement, on est dans le cas d'une application qui joue sur le désir des adolescents d'être en lien les uns avec les autres pour capter leur attention et pour les inciter à revenir quotidiennement sur l'application. Alors ça, c'est un des exemples. Il y a plein d'autres exemples de design persuasif. Par exemple, l'autoplay de YouTube, le fait qu'une vidéo s'enclenche automatiquement sans qu'on ait rien à faire. Et ça, c'est un élément de design persuasif parce qu'il va falloir que vous mobilisiez beaucoup plus d'énergie pour dire stop que simplement de laisser les vidéos s'enchaîner les unes aux autres. Donc voilà, il y a le scroll infini, par exemple, donc le fait de passer comme ça des contenus, c'est aussi un élément de design persuasif. Donc il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus pour essayer de repérer qu'est-ce qui est de l'ordre du design persuasif, qu'est-ce qui en fait nous entame un peu notre capacité de libre arbitre, qu'est-ce qui pose moins de problèmes et comment les améliorer. On est vraiment au tout début de la recherche, mais voilà, ces éléments-là qui sont les plus saillants, on peut commencer à informer et sensibiliser les adolescents.
Ce que je vous ai dit aussi donc, à propos du repérage des troubles mentaux, ça c'est vraiment quelque chose de très très important parce qu'il y a une telle attention des adultes sur le temps d'écran. Si on pouvait la déplacer en disant est-ce que derrière il n'y a pas quand même un mal-être adolescent, ben, ce serait autant d'énergie gagnée et de perte de chance en moins pour les aider. On sait que les adolescents, on est à une époque où ils vont pas très bien, où la santé mentale c'est une énorme préoccupation, il n'y a pas du tout les moyens suffisants qui sont mis en œuvre pour les aider là-dedans. Donc voilà, si on peut se garder ça dans un coin de la tête en disant attention, si je suis face à des usages qui me semblent excessifs, je dois quand même me poser la question de savoir si tout va bien. Et typiquement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est se demander, est-ce qu'il a des copains? Est-ce que l'école ça va plutôt bien? Qu'est-ce qu'en disent les professeurs? Est-ce qu'il mange bien? Est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'il y a quand même d'autres activités qui l'intéressent? Voilà, ça c'est le check un peu de base, hein, qui n'est pas valable que par rapport au contenu numérique, mais qui permet de faire un peu le point sur le vécu de son ado. Et puis l'importance de valoriser le droit à la déconnexion et les autres activités. Vous avez parlé du sport tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose qui est aussi important parce qu'à force de se focaliser sur le contrôle du temps d'écran, on oublie qu'une manière de le réguler, de les amener de les inviter à le réguler, c'est aussi de leur montrer qu'ils ont le droit de faire autre chose. Moi, le droit à la déconnexion, j'y tiens énormément. Je trouve que c'est une super disposition qu'on a dans notre droit du travail et je milite vraiment pour que les adolescents puissent être sensibilisés à ça dès tout jeunes, y compris ça passe aussi par j'envoie pas des mails à mes profs à pas d'heure. En tout cas, je n'espère pas de réponse de la part de mes professeurs au milieu des vacances ou au milieu du week-end parce que c'est pas possible. Et côté professeur, je mets pas des devoirs sur Pronote en dehors des heures de classe parce que c'est pas non plus cohérent avec ce droit à la déconnexion. Et donc sensibiliser les ados à dire non, tu réponds pas à tes copains le soir, non, le téléphone tu le laisses dans une autre pièce que celle où tu dors parce que tu as besoin de dormir. C'est de l'ordre de la santé, c'est de l'ordre du bien-être, c'est pas de l'ordre que de la punition et de la restriction, c'est de l'ordre de tu es important, ta vie est importante, ton repos est important. Donc j'ai l'impression que c'est positif et c'est important de le mettre en avant. Alors peut-être une idée à tester par rapport à ça. Moi j'aime beaucoup l'idée d'établir une charte familiale d'utilisation des outils numériques qui serait valable pour les adultes comme pour les ados. Donc typiquement, on ne prend pas de téléphone à table, ou alors on les laisse dans la cuisine le soir avant d'aller se coucher. C'est des idées, chacun de les décliner selon ses valeurs et selon son cadre familial. L'idée, c'est de fixer des règles qui soient négociées en famille, qui puissent être renégociées. Si on n'est pas d'accord, si on dit non, ça moi je trouve que c'est injuste, on a le droit de le défendre, on a le droit de venir avec des arguments là-dessus, on essaie de trouver quelque chose quand même qui fasse consensus, parce que l'idée c'est que ce soit respecté, et évidemment qu'il n'y ait pas 150 milliards d'articles, c'est quelques règles sur lesquelles tout le monde s'entend et sur lesquelles on peut faire respecter. Pardon madame. Oui. Je peux revenir un peu en arrière là, par rapport là, aux sociologues là, sur le temps d'écran. Oui. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète quand même. J'avais récemment 2 gamines là que je leur ai demandé de me montrer sur le temps d'écran journalier. L'une c'était 8h50, l'autre 9h07. Alors, je ne sais pas comment ils arrivaient à ce temps-là. Une gamine me dit c'est pas beaucoup. Ah bon, d'accord. Mais j'ai dit mais alors entre 8h et 16h ou 17h elle est au collège, elle doit dormir un peu cette gamine quand même. Et alors finalement, je trouve que ça fait beaucoup. Alors, ce serait énorme. Il faudrait qu'ils voient de moyenne justement, voir où c'est qu'on sont les ados. Parce que moi je pense que ça va être très grave. Ce qui se passe actuellement est très très grave. En fait, la question que vous posez, la question c'est est-ce qu'ils dorment suffisamment ? Parce que c'est pas possible autrement. Si jamais il y a la journée de classe, comme vous l'avez fait le décompte, c'est juste mathématiquement pas possible. Donc effectivement derrière, encore une fois, je reboucle un peu toujours sur la même chose. Il y a peut-être un vrai problème de sommeil dans lequel ça c'est préoccupant. Pour qu'entre 8h et 16h, 17h, ils soient un peu performants aussi à l'école. Il y a aussi une bonne école aussi. Oui, mais normalement, ils ne sont pas sur les réseaux à l'école, c'est interdit. Ah, mais non, mais vous vous rendez compte, madame, ils se lèvent, mettons, à 6h ou 7h, ils se couchent, mais quand ils sont obligés d'empiéter sur la nuit, quoi. C'est pour ça que je vous dis que moi, je serais curieuse de savoir comment ils l'ont vécu, parce que moi, j'ai pas rencontré de cas comme ça. Et ça, je crois que dans 10-20 ans, ça va être un vrai calvaire. Ces générations de gamins qui auront été polluées par tout ça. Ça, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas vous dire pendant 10 à 20 ans.
ce qui est important, et peut-être un point que j'ai pas soulevé dans la question du contrôle de la question du temps d'écran, c'est qu'une des particularités de l'adolescence, c'est la difficulté à s'autoréguler. En gros, les adolescents, ils ont une partie de leur cerveau qui est déjà mature, qui est déjà capable de réfléchir, et une autre qui est un peu immature, qui est de l'ordre de l'émotionnel, et notamment de la capacité à s'autoréguler. Et c'est pour ça, en fait, aussi qu'on sensibilise les adultes, parce qu'ils doivent être dans cet accompagnement pour éviter ce que vous dites, hein, pour qu'une fois qu'ils sont à l'âge adulte, ils soient en capacité de dire « j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de déconnecter, j'ai besoin, ne serait-ce que de ne pas me laisser envahir par mon travail ». Parce que ce qu'on prépare aujourd'hui, là on parle des réseaux sociaux, mais les burn-out professionnels, c'est aussi des formes d'envahissement de la sphère personnelle, parce qu'on n'a pas su déconnecter. Donc on prépare aussi, par ce comportement-là, la capacité, la résilience, d'une certaine manière, de ces futurs adultes dans le monde du travail. Et donc, tout ce à quoi ils arriveront à faire face par rapport aux risques psychosociaux. Alors, je vois que l'heure tourne beaucoup trop vite. Je vous propose la deuxième phrase de débat. Les réseaux sociaux manipulent les ados et les soumettent à des mauvaises influences. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord ? Donc je vous rappelle, tout à fait d'accord, vert, plutôt d'accord, jaune, plutôt pas d'accord, rose, et pas du tout d'accord, orange, rouge. Les réseaux sociaux manipulent les ados et les soumettent à de mauvaises influences, d'accord ou pas d'accord ? Je vois pas tout le monde encore. C'est plus mitigé que tout à l'heure. Je dirais qu'on est presque à 50-50 à vue de nez. Il y a beaucoup plus de d'accord. Alors, les d'accord. Je vous écoute. Pourquoi est-ce qu'on a des bonnes raisons quand même de se soucier de ça ? Écoutez-moi, les réseaux sociaux que vous avez présentés, ce sont des réseaux sociaux commerciaux. Donc leur but, c'est de capter l'attention des personnes pour qu'ils puissent vendre après de la publicité sur leurs réseaux sociaux. Ok, donc le modèle économique. Voilà. Donc il y a forcément une manipulation, une influence qui est là pour capter l'attention, et c'est comme ça qu'on a des applications qui restent, et là on a retenu la technique, pourquoi il y a des 9 heures de temps d'écran, c'est parce que ce sont des applications qui restent allumées en arrière-plan. Ils continuent à tourner même lorsque les gens ne sont pas actifs dessus, dans l'idée de diffuser de la publicité. Et du coup, ça compte dans le temps d'écran, qui permet à l'annonceur d'avoir un temps d'écran optimum, et c'est ce qui fait que c'est faussé après sur les statistiques, quand ils disent qu'il y a 9 heures de temps d'écran, mais après, en fin de compte, c'est un recalcul en pourcentage de temps sur la journée de 24 heures. Ok, ça marche. D'autres personnes d'accord pour parler de cette influence ? Il y a des algorithmes, hein, donc forcément c'est de la manipulation. Il y a des algorithmes. Donc ils tournent en boucle sur certains contenus qui les amènent à perdre leur sens critique parfois en fait. Donc, pareil, de la manipulation. Donc le rôle des algorithmes qui façonnent un peu les goûts, qui façonnent les centres d'intérêt, c'est ça l'idée ? Ok. Oui. En même temps, il y a des vidéos qui peuvent ravenir, qui trop les manipulent, puis du coup les influencent à faire la même chose, ça c'est peut-être pas super. Okay. Tu parles des vidéos par exemple avec des défis, des choses comme ça, c'est à ça que tu penses ? Ok, donc il y a des influenceurs ou des personnes qui sont un peu populaires, qui présentent des choses et qui montrent un peu l'exemple, qui donnent envie aux jeunes de faire la même chose, donc du coup ils les influencent, c'est un peu ça l'idée ? Ok. Oui. Aussi, il y a des groupes de classe qui se font des fois, mais il n'y a pas toutes les personnes de la tête, parce que certaines personnes n'ont pas ces groupes-là. C'est arrivé dans ma classe, il y a un groupe Snapchat, et ça crée des histoires parce qu'il y a des personnes qui ont critiqué d'autres personnes de la classe qui ont dit des choses. Alors je ne sais pas quoi, mais apparemment il y a des choses qu'on a dit dessus. Des fois il y a même des groupes anti certaines personnes. Par exemple, des personnes qui peuvent être détestées et donc qui vont faire une communauté de personnes qui vont la critiquer dans ce dos. Donc les réseaux sociaux, ça peut être dangereux parce que finalement, tu fais critiquer par tout le monde.
Oui, tu as l'impression que les réseaux sociaux, ça encourage finalement ces pratiques un peu d'exclusion, donc d'une certaine manière, c'est ça l'idée. Ok. Je n'ai pas entendu. C'est là où peut-être quand on fait la nuance entre la vie réelle et la vie virtuelle, on se rend compte que quand les adolescents, leur vie virtuelle, c'est aussi une grosse partie de leur vie réelle, parce qu'ils ne veulent pas être rejetés du coup. C'est vrai que je suis pas revenue sur cette distinguo. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais mis des petits guillemets. Parce qu'en réalité, c'est pas très pertinent, comme vous l'avez souligné, hein, de distinguer l'un et l'autre, ne serait-ce que parce que sur ce qu'on appelle la vie virtuelle, en réalité, ils interagissent avec des personnes tout à fait réelles. Donc effectivement, c'est un prolongement numérique de leur vie réelle, mais ce n'est pas une vie virtuelle au sens où voilà, ils ne vivent pas dans un monde qui n'existe pas au sens strict. Ok. Ceux qui ne sont pas d'accord. Alors, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord pour dire que, quand même, les réseaux sociaux soumettent les ados à de mauvaises influences? Si, il y en avait, je les ai vus. Je dirais pas les noms. Non, mais ça m'intéresse de voir, parce qu'après... peut-être on a raté des arguments d'accord. Non, donc on est plus sur les réseaux sociaux manipulent et on va mettre ça sur le dos des réseaux sociaux. Alors ça va peut-être accentuer, mais c'est pas que les réseaux sociaux, c'est-à-dire c'est le fait d'avoir l'esprit critique et d'être capable de discerner les choses. Donc on parlait de ça dans la publicité, quand la publicité qui est apparue à la télévision, si on en 50 ans en arrière, c'est pareil, on disait que ça avait des mauvaises influences. Et en fait finalement, si la personne sait faire la part des choses et a l'esprit critique, c'est pas forcément particulier sur les réseaux sociaux qui va être influencé. Voilà, c'est avoir justement l'esprit critique et la capacité à se détacher des réseaux sociaux. Ok, donc vous dites qu'il y a une forme de déresponsabilisation quelque part. Il faut arrêter d'accuser les réseaux sociaux et la publicité. Non, la question c'est... Il y a un phénomène, mais il n'est pas... on peut enrayer ce phénomène. Comment on éduque les enfants, comment on les forme à l'esprit critique, c'est ça un peu l'idée. On commence à le voir avec les procès qui sont intentés contre ces plus grosses plateformes, où ils sont remis en cause par rapport à l'influence que ça a pu avoir sur des passages à actes dramatiques d'ados. Voilà, et on voit bien que quand ils détricotent un petit peu et qu'ils fouillent un peu, ils se rendent compte que les réseaux sociaux ont un rôle. Ça, c'est une question qui est très compliquée, la responsabilité dans un passage à l'acte. Moi, j'ai voté d'accord. Oui. Mais donc effectivement, j'ai vu ce reportage sur les Big Five, donc où des procès sont intentés par des parents dont les adolescents se sont suicidés après des appels au passage à l'acte sur la plateforme TikTok, entre autres. Donc effectivement, je rejoins le monsieur qui prenait la parole en disant que effectivement les réseaux sociaux, c'est énormément d'argent. Oui. Pour les créateurs, donc je pense que dans ça, on se fait tous manipuler. Moi, j'en mettrais ados, enfin, je mettrais les ados / les adultes, parce qu'effectivement, on en fait tous partie. Dans ce reportage également était abordée la question de la pédocriminalité sur ces plateformes, qui vraisemblablement sont en passe de devenir les premiers endroits où les pédophiles sévissent. Et pour finir, j'étais également à la journée sur l'intelligence artificielle mercredi dernier, et où on a eu un peu une alerte sur être capable de discerner. En fait, dans quelques mois, années, je ne sais pas, ou jours, personne ne sera capable de discerner la réalité finalement, enfin plus personne et aucune machine, on n'aura pas de moyen de discerner si cette image par exemple est vraie ou fausse. Et donc derrière il y a aussi la question de certains partis politiques ou idées politiques qui vont se diffuser via les réseaux sociaux pour nos ados, mais aussi pour nous, enfin pour toute notre société, quoi. Donc je pense qu'effectivement là, pour le coup, le danger est grand. Après, pour un argument sur pas d'accord, même si c'est pas ce que j'ai voté, ça permet quand même de bonnes choses. Les réseaux sociaux, c'est aussi par exemple le début de certaines révolutions dans les pays arabes.
des espaces d'expression dans des pays opprimés, aussi par rapport à voilà, des idées par exemple des ados, de filles un peu, de femmes plutôt libres, qui transmettent ces nouvelles idées via les réseaux sociaux. Tout à fait. Tout à fait. Non, mais c'est bien parce que vous avez cité pas mal de mes arguments, donc je suis ravie. Absolument, je vous garde. Alors justement, sur quoi repose cette peur ? Sur le constat qu'effectivement Internet a complètement bouleversé et va continuer à le faire, notamment par le biais de l'intelligence artificielle, le marché de l'information, il a beaucoup complexifié. Avant, on avait quelques chaînes de télévision, quelques radios, on savait qu'est-ce que c'était qu'un média, qu'est-ce qu'il n'en était pas. Aujourd'hui, n'importe qui peut devenir son propre média, filmer et diffuser des contenus. Donc ça pose la question de savoir qui est expert, qui l'est pas, qui est fiable, qui l'est pas. Et cette question, elle était pas complètement simple, mais relativement quand même simple à répondre avant l'avènement d'Internet. Aujourd'hui, elle est vraiment très très compliquée, et même en tant que journaliste, il faut se poser 2 fois la question de savoir est-ce que telle personne, oui, non, à quel degré d'expertise elle se situe, quelle est la nature de son expertise. Et donc voilà, c'est très très compliqué, et quel crédit on peut apporter aux différents contenus qui nous sont présentés. On a aussi eu pas mal d'inquiétudes, là je pense plutôt à ce qui a été diffusé sur la scène médiatique. On a eu quand même des inquiétudes aussi plus relatives aux ados, avec des sondages qui ont suggéré une adhésion des jeunes de plus en plus forte à des théories conspirationnistes. Je vous cite le sondage Milan CSA, il y en a eu d'autres, mais ça a fait partie du discours qui a aussi alimenté cette peur. Il y a la question des algorithmes, dont vous avez évidemment parlé. Donc ces algorithmes qui, à la base, sont quand même faits pour améliorer notre expérience d'utilisateur. Toujours dans cette logique commerciale. C'est-à-dire que l'idée, c'est vous allez être intéressé par des choses qui vous plaisent. Si vous êtes intéressé, vous allez rester plus longtemps. Si vous restez plus longtemps, vous allez consommer plus de publicité. Comme les réseaux sociaux fonctionnent grâce à ces annonceurs, sont financés par ces annonceurs, la boucle est bouclée. Mais il y avait quand même cette idée que c'était censé plaire aux utilisateurs. Et d'ailleurs, ça nous plaît. On est plutôt content quand on nous propose des trucs qui vont dans le sens de nos centres d'intérêt. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on pratique en dehors des réseaux sociaux aussi. Ça, c'est un petit aparté. Mais il y a cette idée que voilà, les algorithmes nous flattent nos convictions et nous enfermeraient dans des fameuses bulles de filtre. Et puis il y a cette figure des influenceurs, dont on parle quand même pas mal, qui apparaissent un peu comme les nouvelles idoles des jeunes, et dont on peut se demander, rien que le mot influenceur, jusqu'où leur influence est positive ou pas positive. Alors, comment est-ce qu'on peut prendre un peu de distance ? C'est pas du tout exhaustif comme argument, mais bon, déjà en gardant à l'idée que les ados sont quand même plutôt plus formés que les adultes au repérage des infox, ne serait-ce que parce qu'ils bénéficient de stades de formation dans le cadre scolaire. Il y a vraiment cette idée aujourd'hui qu'on doit être formé à l'esprit critique, que l'éducation aux médias et à l'information, ça doit être pris en charge à l'école, qu'on n'a pas forcément connu, que la génération des adultes n'a pas forcément connu elle-même quand elle était scolarisée. Donc il y a quand même un progrès énorme qui est fait là-dessus. Donc les ados sont pas mal sensibilisés, ne serait-ce que dans le cadre scolaire, à cette fameuse formation à l'esprit critique, beaucoup plus qu'on peut l'être. Et globalement, ils sont moins ciblés par les infox qui représentent à l'échelle nationale le plus d'inquiétude, à savoir les infox politiques. Pour plein de raisons. D'abord, ils votent pas, donc ils sont moins ciblés par les infox politiques. Et en plus, la politique, c'est en général pas un sujet qui les passionne. Donc les infox politiques ciblent beaucoup plus des personnes, des seniors, très politisés et pour le coup pas très formés au repérage des infox. Donc moi, je suis aussi une militante de l'éducation pour tous et pas que pour les jeunes, parce qu'en fait, il y a plein de catégories de la population qui sont pas du tout outillées et qui peuvent, pour le coup, propager beaucoup de fausses informations dans ce contexte-là. Je dis pas que tout est parfait. L'EMI, il y a encore énormément, donc l'éducation, médias et l'information, il y a encore énormément de choses à faire, mais c'est quand même un sujet qui est pris très au sérieux aujourd'hui par l'institution Éducation nationale. Un point qui est très important aussi, quand on pense aux infox, quand on pense aux fausses informations, même quand on pense à l'impact des influenceurs, c'est que, en fait, il ne suffit pas d'être exposé à une fausse information pour y croire. Ce qu'ont montré les personnes qui ont analysé qu'est-ce qui se passait lorsque les gens étaient exposés à des fausses informations, c'est qu'en fait, ils se sont rendus compte que dans la plupart des cas,
ça ne modifiait pas l'opinion des gens. Ça ne fait que les conforter dans des opinions préexistantes. C'est-à-dire que si vous lisez quelque chose, je sais pas moi, d'ultra complotiste alors que vous n'êtes pas complotiste, ça va pas vous rendre complotiste. Par contre, si vous êtes un petit peu déjà complotiste, si vous avez déjà un peu des doutes sur 2-3 trucs et que vous lisez un article qui va dans le même sens de vos croyances, ça va vous renforcer dans vos croyances. Et c'est la raison pour laquelle les debunks, donc le fait de déconstruire ces infox, que bon, les journalistes y passent un certain temps, ne fonctionnent pas non plus forcément très bien parce qu'ils ne vont pas avoir d'impact auprès des convaincus. Ils vont avoir de l'impact auprès de ceux qui n'y croyaient déjà pas, qui vont dire « Ah bah oui, j'avais raison, c'était n'importe quoi ». Mais ils ne vont pas radicalement changer la perception de ceux qui sont déjà convaincus. Ça peut même éventuellement les agacer et les pousser à croire que vraiment tout le monde leur ment et que les journalistes sont des vendus et qu'il faut absolument qu'ils continuent à croire à leur théorie du complot. Donc c'est pas du tout évident. En fait, l'idée c'est qu'on n'ait pas des cires vierges sur lesquelles les informations viennent s'imprimer et les ados non plus. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On a vraiment un procédé de construction de notre rapport à l'information. Et donc voilà, il ne suffit pas d'avoir une information pour changer son comportement. D'ailleurs, la sécurité routière le sait depuis fort longtemps, elle fait des tonnes de spots et ça n'a pas radicalement non plus changé nos comportements. Donc, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais ça se passe comme ça. Donc ça, c'est un point qui est vraiment très important. Et puis le dernier point, donc c'est sur cette figure des influenceurs, on peut remarquer que c'est pas complètement nouveau de chercher des figures d'identification différentes de ses parents à l'adolescence, et même, voilà, ça fait partie du processus adolescent qui essaye de se séparer un peu de la culture et des normes de leurs parents pour essayer de trouver d'autres groupes d'appartenance, d'autres valeurs, d'autres goûts, et donc ils s'essayent. Et donc la figure de l'influenceur, c'est vraiment la figure du grand frère, quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire, il est déjà adulte, mais en même temps, il a gardé une forme de goût pour la culture adolescente, et donc il y a une forme d'intermédiaire culturel qui évidemment séduit beaucoup les jeunes, et c'est tout à fait compréhensible, et globalement chaque génération l'a fait avec, je ne sais pas, des rockstars, avec des boys bands, avec je ne sais quoi, mais voilà, a eu ces figures d'identification en son temps, et il y a, vous avez eu raison de le souligner, des influences qui sont positives. Par exemple, il y a une étude du Centre national du livre qui montre que quand on demande aux ados d'où vous tenez, enfin, quel est le livre que vous avez lu en dernier et comment vous l'avez choisi, dans un certain nombre de cas, je crois que c'est 11% si je me souviens bien de tête, qui disent c'est parce qu'en fait on me l'a suggéré sur les réseaux sociaux. Et donc vous en tant que parent vous dites lis tel roman, il est super, ils disent non c'est nul, et puis le youtubeur qui arrive ou l'influenceur TikTok qui arrive qui dit lisez ça c'est formidable, et d'un coup tout le monde va le lire. Il y a eu un phénomène comme ça, je crois que c'était à la rentrée, tous les ados se sont mis, enfin une partie des ados se sont mis à lire Kafka parce qu'il y avait une influenceuse qui en a commencé à en parler, et donc d'un coup c'est devenu une super tendance sur TikTok. Tout le monde voulait lire Kafka. Bon, c'est très rigolo, c'est très amusant, c'est très chouette, mais voilà, c'est pour dire que ça arrive aussi. Alors, des enjeux un petit peu moins connus, mais à considérer, en tout cas moi, je trouve particulièrement important, l'importance de valoriser des contenus de qualité plutôt que d'insister sur les infox. En fait, en tant qu'adulte, on a tendance à dire « attention, il y a des infox, attention, on te ment, attention ». Et en fait, en faisant ça, on prend le risque, de les informer sur, par exemple, des théories du complot dont ils n'ont pas connaissance. Ça a été un des biais des fameux sondages dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui suggéraient que les jeunes adhéraient de plus en plus aux théories des complots. En fait, quand on regarde méthodologiquement comment ils ont été menés, on se rend compte que dans un certain nombre de cas, quand l'intervieweur demandait aux jeunes « est-ce que tu crois à, je ne sais pas moi, à telle ou telle théorie ?» le jeune commençait par dire « mais c'est quoi ?» Et donc il fallait que l'intervieweur lui explique ce que c'était avant qu'il dise s'il y croyait ou pas. Donc bon, on peut se dire que même si le jeune dit « ah oui, j'y crois beaucoup », bon, s'il n'avait pas connaissance avant, ça n'avait probablement pas un impact très fort sur son quotidien. Et donc il y a eu énormément de biais méthodologiques qui ont été mis en avant pour ces sondages, et a priori, moi j'ai pas trouvé d'études sérieuses qui validaient l'idée que les jeunes étaient plus complotistes qu'avant. Mais en tout cas, en tant qu'adulte éducateur, parents ou enseignants, c'est important plutôt de mettre en avant les enquêtes de qualité, le journalisme de qualité, plutôt que d'alimenter cette idée que finalement les contenus journalistiques sont forcément de mauvaise qualité et que sur les réseaux sociaux, il n'y a que des mensonges. L'importance de sensibiliser au repérage de la publicité cachée, de la protection des données. Je vous dis ça parce qu'en fait, je vous ai parlé des infox politiques
qui n'étaient pas du tout le cœur de cible, dont les ados n'étaient absolument pas le cœur de cible. Par contre, ils sont ciblés par toutes les infox, un peu de l'ordre de l'escroquerie. Donc par exemple, il y avait eu un stick anti-point noir, qui avait fait fureur sur TikTok. En fait, il avait été montré que les influenceurs qui le présentaient avaient flouté en fait la peau. Ils disaient, regardez, c'est miraculeux, j'ai mis ce stick, j'ai plus de points noirs. Bon, ça typiquement, les adolescents, ils sont à fond dans la cible, et donc il y a un risque d'être escroqué en fait commercialement. Donc c'est très important de les aider à repérer ça, d'autant qu'on a quand même une législation qui est assez contraignante et par exemple qui maintenant impose aux influenceurs de mentionner systématiquement si par exemple le produit qu'ils présentent leur a été offert ou ils ont été rétribués pour le présenter. Donc s'il s'agit d'une collaboration commerciale, maintenant la loi leur impose de le mentionner. D'ailleurs, la loi leur impose aussi de mentionner s'ils ont eu recours à l'intelligence artificielle pour créer leur contenu. Donc, il y a de plus en plus quand même de cadres juridiques pour permettre aux utilisateurs d'être bien informés. Et puis, l'importance de discuter de la pression que les jeunes ressentent vis-à-vis des groupes, la fameuse la pression au conformisme, c'est aussi une des problématiques adolescentes compliquées, parce que quand on essaie de se distancier un peu de ses parents, on va un peu endosser les goûts du groupe, mais là-dedans, comment est-ce qu'on se trouve soi-même? C'est un peu ce qui va se passer en deuxième partie d'adolescence, donc plutôt au lycée, où on va réussir à s'extirper du groupe pour dire, voilà, moi je suis d'accord avec ça, puis je suis un peu moins d'accord avec ça, et je pense que les parents ont un vrai rôle d'accompagnement aussi par rapport à ça, non pas pour dénigrer, pas du tout la culture adolescente, mais pour les aider aussi petit à petit à se dire c'est quoi ma place, qu'est-ce qui me ressemble, qui je suis moi dans ce groupe et jusqu'où je suis ok pour adhérer, pour me conformer, pour m'inclure dans ces codes adolescents. Une petite idée à tester en pratique, c'est la soirée de découverte culturelle intergénérationnelle. Ça, je l'adore, je vous avoue, c'est ma préférée. L'idée, c'est qu'en fait, parents et ados, vous choisissez une soirée et vous proposez chacun des contenus numériques à tour de rôle. Et donc, de se prendre un petit rendez-vous en famille pour découvrir ce que les uns et les autres trouvent chouette à voir, à visionner. Moi, quand on voit des ados qui ricanent derrière leur TikTok, on dit moi aussi j'ai envie de rigoler, vas-y montre-moi. Et donc l'idée c'est de le faire sans dénigrement, sans mauvaise humeur, mais au contraire dans une curiosité sincère, de dire qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce que tu trouves qui a de la valeur et qui mérite d'être connu. Et donc on se regarde comme ça ensemble, à tour de rôle, des contenus qui viendraient des réseaux sociaux. Alors, j'ai eu le témoignage par exemple d'une maman qui a découvert la vidéo Kaizen, donc du youtubeur Inoxtyle qui s'est donné 1 an pour gravir l'Everest et qui m'a raconté en disant au début 2h30 de vidéo, j'ai fait l'appeler quoi, et puis en fait qui a adoré le truc et puis qui du coup on a pu en discuter avec ses ados. Donc franchement il y a des belles soirées à passer. Moi j'ai eu le droit à des soirées de e-sport, donc de jeux vidéo en ligne commentés. Pour être précis, il s'agissait de speedrun. Vous savez peut-être pas ce que c'est. Ce sont des gens qui veulent finir les jeux vidéo le plus vite possible. J'aurais jamais rien compris si j'avais pas eu des commentateurs chevronnés à côté de moi. Et du coup, ça a donné une soirée très sympa. Donc, je vous invite vraiment à expérimenter ça, parce qu'en général, ça fait quand même des chouettes souvenirs. Et puis, ça permet aussi aux ados d'être plus réceptifs lorsque les adultes proposent après des contenus, parce que chacun a fait un pas un peu quand même dans la direction de l'autre. Alors, dernière question sur laquelle je voulais vous proposer de réagir. Internet abreuve les adolescents, il me manque un mot, Internet abreuve les adolescents de propos violents et pornographiques. Est-ce que vous êtes d'accord? Pas d'accord. Je sens que vous êtes fatigués, je vois plus aucun papier. Ou alors vous êtes indécis. Il y a quand même le jaune pour les indécis. Alors, plutôt pas d'accord, plutôt d'accord, c'est très partagé. J'en compte pratiquement 1 sur 2 aussi, entre d'accord et pas d'accord. Peut-être un petit peu plus de d'accord, non, j'ai rien dit. Non, vous êtes partagés à peu près 50-50. Alors, les d'accords. Pourquoi vous êtes d'accord? Il y en a encore. Je vois des d'accords qui n'ont pas encore... Je vous écoute. Pourquoi vous êtes d'accord? Pourquoi je suis d'accord? Oui. Parce que j'ai Internet et à chaque fois que je fais un truc, je trouve dessus quoi. Alors,
Vous-même, vous l'avez expérimenté, ça ne s'arrête jamais. Ok, non, mais c'est un bon argument. D'autres d'accord? C'est accessible très facilement. Le problème, c'est que c'est, je me permets de redire pour que tout le monde entende, c'est que c'est accessible très rapidement et sans contrôle. Ok. Mais c'est pas censé le proposer spontanément, c'est l'algorithme derrière qui le propose. Donc, bon, je me retournerai pas vers le monsieur. Je suggère que peut-être vous avez fait des recherches préalables. Est-ce qu'il y a d'autres d'accord qui voudraient apporter d'autres arguments? Oui. Moi, non pas parce que ce que je vois moi, mais sur le condensé, il en ressort au niveau national. À chaque fois qu'on voit des choses violentes qui sont arrivées, soit à la main ou au couteau ou à ce que vous voulez, il en ressort que les journalistes compétents qui en parlent évoquent ce problème de violence issu du contenu Internet, effectivement. Et beaucoup, ça c'est pour la violence. Ouais. Et pour la pornographie, c'est que de la discussion avec d'autres ados et des nôtres, il arrive que des choses pornographiques arrivent sur leurs écrans alors qu'ils ne l'ont jamais sollicité. Et qu'ils en sont eux-mêmes. Non. Je connais ce que vous voulez dire. Moi-même, je vous assure que je vois quand je vais faire simplement des recherches Google, bien d'accord. Est-ce que le petit-fils Tout le reste, je n'y vais pas et je n'ai pas de temps de quoi que ce soit. Il arrive de voir, non pas de l'art, mais effectivement, des choses qu'on n'a pas à voir, je pense, la grand-mère que je suis, à 10 ou 12 ans. Voilà. Alors je vous donne un exemple qui vous fera sourire. Une maman m'avait raconté comme ça qu'elle avait voulu faire une recherche avec son enfant, un peu en mode viens on va côte à côte faire la recherche, et il me semblait que sa recherche c'était sur le prix du ticket de métro, et donc elle avait tapé ticket de métro. Effectivement, elle ne s'attendait pas à avoir des gros plans sur l'épilation intime avec son fils à côté. Donc effectivement, il y a une forme de paramétrage des recherches. D'ailleurs, il y a des réglages sur Google, on peut activer des filtres pour filtrer les images problématiques. Même y compris pour les adultes. Moi, c'est souvent ce que je dis aussi aux ados. Les filtres contre les images, moi, ça m'aide. Enfin, c'est pas que ça m'aide, c'est que quand je suis au travail, j'ai pas du tout envie d'avoir des images qui sont inappropriées. Et donc, en fait, évidemment que je vais activer ce filtre-là. Donc, moi, je trouve que c'est aussi important de le mettre en avant, de dire c'est pas juste enfant-adulte, c'est aussi j'ai pas envie d'être envahi par des images qui n'ont rien à faire pendant que, par exemple, je suis en train de travailler. Une dernière chose pour rebondir à ce que vous disiez précédemment sur la maturité des enfants. Et donc, je pense qu'il est évident de la présence des personnes qui sont ici et de celles qui ne le sont pas, insister sur les milieux socio-culturels de chacun. Et que justement, ceux qui pourraient prétendre être un peu plus entourés et un peu plus conseillés ne sont pas forcément là. On est bien d'accord. Et sur la liberté de penser, on la souhaite cette liberté, on l'a toujours voulu, je la souhaite pour mes petits-enfants. On leur impose des sujets et on ne leur parle pas ces fameuses fake news. Moi, à mon époque, on cherchait toujours à corroborer une information. Je disais toujours, écoutez ce qu'on vous dit, mais n'écoutez pas que cette personne, cultivez-vous et essayez de vous faire votre propre idée. Là, on impose des visions, des choses qui sont censées les choquer et qui ne les amènent pas à cette maturité. Oui, c'est un énorme sujet, la formation à l'esprit critique. D'ailleurs, tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'il faut faire. Par exemple, on est passé d'une vision où on nous a beaucoup dit l'esprit critique, c'est le doute. Où de plus en plus, on nous dit que peut-être l'esprit critique, c'est pas tant le doute, parce que le doute peut être aussi, par exemple, complotiste. Douter de tout, c'est pas un bon réflexe non plus. Mais c'est de se dire comment je règle mon degré de confiance.
Moi, par exemple, si je sais pas, si je vais me faire opérer, je ne sais pas, moi, de la cheville, je vais faire confiance à mon chirurgien. Je ne vais pas fact-checker mon chirurgien. En tant que journaliste, quand l'INSEE m'envoie des données, je ne vais pas fact-checker les données de l'INSEE. Je leur fais confiance. Et donc, la question, c'est à qui je fais confiance et comment je règle mon degré pour savoir quand est-ce que je dois vérifier, quand est-ce que je dois me méfier et quand est-ce qu'en fait, je dois faire confiance parce que la confiance fait aussi partie, et c'est ça qui n'a pas été facile à construire, notamment voilà, chez les enseignants, de l'esprit critique. Vous n'êtes pas d'accord? Je vais bientôt devoir rendre l'antenne. Non, mais après, il y a aussi le fait que Internet, avant on avait une information plutôt locale. Internet fait que l'information s'élargit au monde entier. Et le barjot qui commettait un acte grave, ben, c'était local, donc c'était rare. Aujourd'hui, cet acte, il est produit partout dans le monde, donc au lieu de le voir une fois dans l'année, on va le voir 3 fois dans le mois. Et du coup, c'est pas que ça dédouane ce que la personne a fait, mais ça devient du commun. Le truc qui était exceptionnel autrefois, mais donc faut les guider vers cet esprit critique, mais c'est plus dur parce que c'est des infos qui reviennent de plus en plus souvent, alors qu'avant, nous, on avait le Sud-Ouest qui nous envoyait l'info, et voilà, il y en avait un de temps en temps. Aujourd'hui, c'est devenu des choses un peu communes. C'est pas évident d'avoir l'impact parce que, par exemple, alors si on se dit, par exemple, les faits divers, c'est un peu à ça que vous faites référence. Par exemple, le fait de dire, bah oui, il y a eu tel fait divers là, et puis là, et puis là, et puis là, ça peut par exemple nous donner une image complètement, pas du tout de banalisation, mais au contraire une image de je vis dans un monde très dangereux, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc une espèce de biais de représentation. Par exemple, on a l'impression que le monde est beaucoup plus violent qu'il y a 30 ans, alors que objectivement, si je regarde le nombre d'homicides, le nombre d'agressions, il est beaucoup plus bas. Mais c'est pas ce que ressentent les gens. Et c'est ça qui est assez étonnant, parce qu'à chaque fois, il faut se reconfronter aux données pour dire non, en fait, on a une vision qui est biaisée, en particulier liée à ça. C'est facilement accessible parce que tout le monde peut mettre du contenu. Dans le moindre incident sur la voie publique, n'importe qui peut filmer et le contenu se retrouve en ligne. Et donc il se retrouve sans filtre, ça va vite. Tout à fait. D'autres prises de parole sur ce thème? Et quand on voit qu'un enfant sur 3 de moins de 12 ans a déjà été confronté à une vidéo pornographique, et là c'est écrit en bas au rez-de-chaussée, ça pose question quand même. Ouais, alors ça c'est une statistique sur laquelle j'ai pas toutes les réponses. J'ai interviewé dans le cadre de mon livre Yael Amsalam Magui, qui est une sociologue qui a écrit un livre qui s'appelle Les jeunes, la sexualité et Internet, et elle a enquêté auprès de jeunes adultes de façon rétrospective sur quelle était leur pratique, enfin leurs usages, leur consommation de pornographie à l'adolescence en particulier. Et elle a essayé de documenter cette statistique-là parce qu'en fait, c'est une statistique qui est donnée de façon très quantitative. On demande, voilà, à quel âge, voilà. Mais les personnes qui ont fait passer ces sondages n'ont pas forcément creusé sur, en fait, quel contenu était visé. Et donc, elle, ce qu'elle montre dans son travail, c'est qu'il est possible que dans ces statistiques-là, il y ait effectivement une partie de contenu pornographique au sens où tout le monde s'entend dessus, mais aussi dedans des contenus qui ne sont pas pornographiques au sens strict, mais qui ont mis mal à l'aise l'enfant ou l'adolescent. Typiquement, je ne sais pas, un film avec une scène un peu dénudée qui l'a mis mal à l'aise, surtout s'il l'a visionné en présence de ses parents. Elle a eu le cas dans ses entretiens, sans pouvoir dire quelle est la proportion. Donc moi, je ne vais pas contester ces statistiques-là dans l'absolu, mais c'est juste pour dire, en fait, on manque beaucoup de recherches sur le thème de la pornographie, parce que c'est un sujet qui fait peur, c'est un sujet en plus, voilà, on parle des enfants, on parle de l'éducation, donc tout de suite ça déchaîne les passions, mais en fait on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ont vu ces enfants, dans quel contexte, est-ce qu'il y a eu un problème du côté des plateformes, est-ce qu'il y a un problème du côté des parents, est-ce qu'il y a un problème d'éducation, en fait à quoi c'est, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et du coup, moi, je suis un peu gênée par rapport à ces données-là, parce qu'évidemment, elles mobilisent l'opinion publique, et c'est normal. C'est horrible de penser que les enfants ne sont pas protégés. Et la réalité qui est derrière, elle est pas simple. Et je pense qu'elle est probablement plus complexe que ce qu'on imagine à première. Mais voilà, je prends beaucoup de précautions parce que je n'en sais rien. Et ce que la chercheuse m'a dit, c'est qu'elle ne savait pas grand-chose non plus.
Alors, sur quoi repose cette peur? Vous avez déjà dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a des contenus bruts qui sont diffusés sans passer par le filtre médiatique. J'ai mis l'exemple de contenus violents, notamment de scènes de guerre. On a eu le cas au début de la guerre, du conflit en Ukraine. On a eu le cas plein de fois. Et donc, ça, c'est une vraie préoccupation, puisqu'avant, ces vidéos-là, elles étaient reçues par les médias et on disait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le diffuse? Oui, non, comment? Donc voilà, ça c'est quelque chose qui a beaucoup changé. Vous avez parlé de la facilité d'accès. Effectivement, de nombreux sites ne respectent pas la loi contre l'exposition des mineurs au contenu pornographique. C'est un article du Code pénal, sachant que dans cet article du Code pénal, il est écrit en toutes lettres que le fait de demander « avez-vous plus de 18 ans ?» oui, non, n'est pas suffisant pour se mettre en conformité avec la loi. Il y a pas mal de réflexions à l'heure actuelle, notamment parce qu'il y a des sites pornographiques qui ont été fermés là au mois d'octobre, parce qu'ils ne respectaient pas cette loi-là. Et les alternatives pour la vérification de l'âge ne sont pas évidentes, parce que la CNIL, dans la commission chargée de l'information et des libertés, n'est pas favorable par exemple à un contrôle grâce aux coordonnées bancaires. Ils disent non, en fait ça pose des problèmes de sécurité, donc on ne peut pas faire ça. Donc ils veulent promouvoir l'usage de prestataires extérieurs pour certifier l'âge des gens, mais qui en fait garantissent à la fois la vie privée des gens et l'anonymat, et en même temps garantissent leur âge. Donc c'est vraiment en fait un défi un petit peu technologique, mais pour le moment ces sites doivent être fermés puisqu'ils ne respectent pas la loi. Et tous ne le sont pas pour l'instant. C'est plutôt des sites hors Union européenne qui ont été fermés, et donc il faut... les autres ont eu un avertissement, et l'idée c'est quand même qu'ils arrêtent avec ça. Le point aussi sur la violence qui est souvent mis en avant, dont on n'a pas parlé ce soir mais qui aurait pu, c'est l'idée que les échanges en ligne favorisent une forme de désinhibition, c'est-à-dire que on va dire des choses plus virulentes parce qu'on n'a pas la personne en face, et que du coup on ne voit pas quelles sont ses réactions faciales, et possiblement on peut la blesser sans même s'en rendre compte, voire même on ne va pas se rendre compte de l'impact émotionnel que ça peut avoir. Et bien j'ai mis dans cette catégorie la question du harcèlement. Alors on aurait pu y consacrer une soirée à part entière. Je l'ai quand même mis dans la catégorie de la violence en ligne. Pardon. En remarquant que oui, le harcèlement scolaire, c'est pas nouveau, mais Internet a généré tout un tas de nouvelles formes de harcèlement, et c'est aussi ça qui alimente notre inquiétude. Donc je vous en ai cité quelques-unes: le stalking, donc le fait d'espionner quelqu'un en ligne, le doxing, le fait de révéler des informations personnelles sur la personne, le revenge porn ou porno-divulgation, le fait de diffuser des vidéos ou des photos intimes de la personne sans son consentement. Tout ça sont évidemment des agissements qui sont punis par la loi, mais qui ont été un peu quand même inventés grâce ou à cause des réseaux sociaux. Alors, quelques éléments pour les nuancer, on en a aussi cité pas mal. D'abord, on peut remarquer que les risques ne sont pas complètement nouveaux. Alors, je vous ai mis l'exemple du JT, où on était parfois aussi exposé à des images violentes. La différence, c'est qu'aujourd'hui, les enfants, les adolescents, ils sont confrontés tout seuls. Ils n'ont pas toujours la possibilité d'en parler, comme ça pouvait être le cas avant, lorsque tout le monde était réuni devant la télé. La différence aussi, c'est qu'il existe quand même des outils pour s'en prémunir. Aujourd'hui, on a des filtres, on a des bloqueurs de publicité, donc ça s'est pas mal développé. Il y a encore des choses qui passent entre les mailles du filet, mais s'il fallait comparer avec ce qu'on avait il y a 10 ou 15 ans, moi j'ai quand même moins d'histoires, justement, comme je vous en ai raconté tout à l'heure. C'était très très fréquent, même les enseignants étaient régulièrement ennuyés quand ils faisaient des recherches avec les élèves. C'est de moins en moins fréquent. Les histoires qu'on rapporte sont souvent un petit peu anciennes, parce que les filtres se sont beaucoup améliorés. L'impact de l'exposition au porno, je vous en ai déjà un peu parlé, pour dire qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et surtout aussi, un autre résultat important du livre dont je vous ai parlé de Yael Amsalem-Mingui, c'est qu'il faut complètement distinguer ce qui est de l'ordre de l'exposition involontaire et de l'exposition volontaire. Exposition involontaire, donc l'enfant n'a pas recherché ces images, y est confronté, et oui, ça peut être choquant, voire traumatisant pour certains. Et là, on est vraiment sur une problématique de l'ordre du traumatisme psychologique. Exposition volontaire, on est complètement sur une autre problématique. Là, l'adolescent recherche les images, s'y est préparé. Évidemment, le risque d'être choqué est bien moins important, et on est sur des problématiques de pourquoi va-t-il chercher ces informations-là. Est-ce qu'il manque d'éléments tangibles, concrets, notamment relevant de l'éducation à la sexualité. Donc c'est pas du tout les mêmes problématiques éducatives derrière, et si on ne fait pas le distinguo, on n'y répond pas avec les bons outils non plus. Vous l'avez aussi cité, l'idée que la désintermédiation, donc le fait qu'on diffuse comme ça des contenus bruts sans passer par le filtre médiatique, ça pose des problèmes, mais ça a eu aussi des avantages
à savoir la visibilisation de causes importantes. Donc, j'ai mis par le picto le mouvement de libération des femmes en Iran, donc de protestation contre le port du voile, qui probablement n'aurait jamais eu la visibilité internationale sans les réseaux sociaux. Il y en a, on pourrait citer d'autres cas, mais bon, ça, c'est vrai que ça a été un exemple particulièrement marquant. Et puis pour revenir sur la thématique du cyberharcèlement, remarquez tout de même qu'on estime à peu près 70% les cas où cyberharcèlement et harcèlement sont liés, donc c'est très fréquent. Surtout, particulièrement chez les jeunes, chez les adultes, le cyberharcèlement peut être beaucoup plus décorrélé du harcèlement parce que les adultes rencontrent en ligne beaucoup de gens qu'ils ne connaissent pas, ce qui n'est pas le cas pour les adolescents. Globalement, en ligne, ils échangent très majoritairement avec des gens de leur cercle d'amis ou en bordure de leur cercle d'amis, donc des amis d'amis. Et donc, en général, le cyberharcèlement est un prolongement du harcèlement face à face. L'idée, c'est qu'on ne résout pas l'un si on ne résout pas l'autre, entre autres. Ouais, d'où encore le lien entre virtuel et réel. Et important aussi de souligner que les réseaux sociaux peuvent être un lieu de soutien. C'est-à-dire que les parents qui sont confrontés à un cyberharcèlement de leur enfant vont avoir tendance à dire « on coupe tout ». Oui, mais en ligne, il arrive aussi que ces enfants qui sont cyberharcelés sont aussi soutenus par des camarades, alors parfois de manière pas assez visible, parfois de manière pas assez active, parfois de manière inefficace, mais peuvent aussi recevoir du soutien. Donc c'est toujours important, encore une fois, d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'essayer de voir ce que l'enfant vit, l'adolescent vit, pour y répondre au mieux et sans panique morale autant que possible. Des enjeux à considérer dont j'ai déjà pas mal parlé, l'importance de la confiance et du dialogue plutôt que de la menace et du jugement, ça c'est vraiment un peu un pilier parce que si on veut que les adolescents puissent venir dire ce qui s'est pas bien passé, il ne faut pas qu'en permanence ils soient inquiets à l'idée qu'on les prive de leurs outils numériques ou qu'on en fasse des responsables alors même qu'ils sont victimes. Un jeune qui est confronté à des contenus violents, un jeune qui est confronté à des contenus pornographiques, il n'est pas coupable, il est victime. C'est ces sites qui ne respectent pas la loi. Donc c'est quand même important. Il ne s'agit pas d'aider responsabiliser, mais les plateformes ont leurs responsabilités et il ne s'agit pas non plus de déresponsabiliser les plateformes. Donc c'est important de garder ce lien et de s'assurer que le jeune est dans son entourage des adultes à qui il va pouvoir parler. Si ce n'est pas les parents, ça peut être un babysitter, ça peut être un assistant d'éducation, ça peut être un enseignant, mais c'est toujours important que l'adolescent sache qu'il a des adultes autour de lui à qui il va pouvoir parler. Bon, l'importance de l'éducation à la sexualité, j'en ai déjà parlé, c'est quand même un levier particulièrement important et qui est encore mis en débat et qui suscite encore énormément de réticences. Donc je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire, d'explication et pour montrer à quel point c'est important et c'est un vrai enjeu de santé publique. Et puis l'important d'informer les adolescents sur leurs droits. Donc je vous ai cité le règlement, le RGPD, le règlement européen sur la protection des données. Le Digital Services Act, c'est aussi une directive européenne. Parce qu'en fait, on a pas mal de chance en France et en Europe de manière générale. On a des législations qui sont très fortes et très contraignantes par rapport aux États-Unis. Et donc, il s'agit aussi de les faire connaître aux adolescents pour leur dire que non, Internet, c'est pas un lieu de non-droit. En tout cas, ça devrait pas l'être. Et qu'ils sont aussi des sujets de droit. Ils ont des devoirs, mais ils sont aussi des sujets de droit et que le rôle des adultes, c'est aussi de les accompagner, d'être des alliés par rapport à ça. Alors, une petite idée à tester pour terminer. L'exercice de la plaidoirie, ça aussi je l'aime beaucoup. C'est lorsque les enfants et les parents et les ados ne sont pas d'accord sur le cadre des libertés, sur les règles en lien avec le numérique. L'idée, c'est de proposer à l'ado un temps chronométré, bien déterminé, où il va faire sa plaidoirie, donc défendre son point de vue, exposer ses arguments, sans être interrompu, sans être jugé, rien du tout, par le parent. Et à l'issue de cette plaidoirie, les parents, c'est mieux si les deux peuvent être là ou si, du moins, les deux sont d'accord, parce que il y a quand même quelque chose de l'ordre de la cohérence éducative, se retire, prend le temps de délibérer et rend sa décision, oui ou non, est-ce que la demande est accordée. Voilà. Alors, j'avais prévu de vous parler aussi des opportunités. Je vais passer un petit peu vite parce que je pense qu'en fait, on en a beaucoup décrit, puis je voudrais être sûre qu'on ait bien le reste de la soirée pour le théâtre d'improvisation. Et je vais juste conclure, mais on pourra y revenir si vous voulez, je resterai disponible pour en discuter. Peut-être 5 principes un peu pour conclure,
qui reprennent tout ce qu'on s'est dit ce soir. 5 principes pour agir avec les ados, avec lesquels peut-être vous pourriez réfléchir, repartir, voir si ça correspond ou non à ce que vous voulez faire vivre. Le premier, ce serait déjà que les smartphones ne sont pas des objets anodins. Donc on n'offre pas un smartphone, on ne crée pas de compte sur les réseaux sociaux avant que l'adolescent en fasse la demande, avant qu'il ait la maturité suffisante, ou qu'on juge qu'il ait la maturité suffisante. Donc c'est pour ça, moi, je m'oppose vraiment à cette idée de tu rentres en 6e, tu as un smartphone, parce qu'en fait, c'est pas du tout un objet anodin. Donc il existe des téléphones qui sont pas connectés à Internet si vraiment on a besoin que l'enfant soit joignable, mais l'apprentissage du smartphone, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps, qui se fait au départ côte à côte. L'idée, c'est évidemment au bout d'un moment de se retirer, parce que l'adolescent a droit à sa vie privée, et on estime que entre 13 et 15 ans, en gros, le rôle des parents, c'est plus d'aller voir ce qui se passe, plus du tout. J'ai donné une fourchette volontairement large, parce que c'est quand même à chaque parent de sentir où est-ce qu'en est son adolescent. C'est un ordre d'idée, mais les débuts se font côte à côte, et c'est pour apprendre les règles, les paramétrages, explorer ensemble les différentes manières de protéger ses données et son identité. Donc l'importance aussi de fixer des règles d'utilisation claires, simples, évolutives et co-négociées. C'est ma fameuse charte d'utilisation des outils en famille. C'est important que ça puisse évoluer, qu'il n'y ait rien qui soit jamais définitif, parce que les adolescents, quand ils trouvent quelque chose qui est injuste, ça veut dire qu'il y a des chances qu'ils ne respectent pas. Donc c'est important d'entendre leurs objections. Ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord, ça ne veut pas dire qu'on va accéder à leurs demandes, mais qu'ils seront entendus, et ça fait partie aussi de ce qui fait grandir. Donc toujours l'importance de cette écoute et du respect de l'intimité. Je pense que, encore une fois, c'est des bons exemples qu'on a à leur donner, que de petit à petit leur montrer que oui, on ne va pas aller fouiller dans leur téléphone comme on ne va pas aller fouiller dans leur chambre ni dans leur carnet, leur journal intime. Donc oui, c'est quelque chose, c'est une marque importante, mais la contrepartie, c'est d'avoir pu tisser une relation de confiance où on sait que s'il y a un problème, ils sauront au moins tirer la sonnette d'alarme auprès d'un adulte de confiance pour en parler. Un principe qui, moi, me tient beaucoup à cœur, c'est le droit à faire des erreurs. Ça peut paraître un peu bisounours comme ça, mais je pense que c'est très important parce qu'on est quand même face à des personnes en construction. Les adolescents sont des personnes en construction. Donc, oui, ils vont faire des erreurs. Nous, on en fait déjà et pourtant, on est censé être plus avancé. Donc, bien sûr qu'ils vont faire des erreurs. Et en fait, notre rôle, c'est aussi de leur montrer comment on peut les réparer, ces erreurs. Comment est-ce qu'on peut traverser une erreur de la manière la plus constructive et digne possible. Et alors ça, c'est peut-être une opinion personnelle, mais Internet, l'avantage, c'est que la majorité des erreurs qui peuvent être faites sont réparables et sont en général moins graves que dans la vraie vie. Donc bien sûr, il y a des choses qui peuvent être graves, mais on ne peut pas blesser physiquement une personne via Internet. Donc c'est une occasion supplémentaire pour non seulement les sensibiliser à ça et leur montrer comment est-ce qu'on peut être un internaute responsable et s'excuser, supprimer quand on a fait une erreur. Et puis alors là, c'est vraiment adressé aux parents, surtout ne pas rester seul face aux doutes, face aux inquiétudes. On est tous dans le même bateau, c'est compliqué. Il n'y a pas de réponse toute faite. Les modes d'emploi, on peut les mettre à la poubelle, ils ne fonctionnent pas. Donc je pense qu'on trouve beaucoup de réponses aussi dans l'échange et le partage. Merci beaucoup pour votre attention.